Dans les chapitres précédents, nous avons défini donc ce que c'est qu'une variable aléatoire, hein, une fonction de l'aléa qui nous permet de mesurer des points particuliers concernant une expérience aléatoire. Et on avait défini donc, ce qu'on appelle la loi d'une variable aléatoire, c'est-à-dire une probabilité qui est directement adaptée à cette variable aléatoire, dont l'espace d'état est le support de la variable aléatoire, ce qui nous permet de savoir avec quelle fréquence x prend certaines valeurs. Alors, bon, tout ça c'est bien joli, mais il nous faut maintenant définir des outils de mesure précis sur ces variables aléatoires pour voir quel est leur comportement. Alors, on va pas définir n'importe quoi comme outil, on va définir, on va dire deux grands outils, puisque le troisième n'en sera qu'un sous-produit. On va définir ce qu'on va appeler l'espérance d'une variable aléatoire et la variance. Alors déjà, avant toute chose, hein, on va se placer dans les mêmes conditions qu'on s'est placé jusqu'à présent. On travaille avec une expérience aléatoire qui conduit à un univers fini et qui est muni d'une probabilité P. Donc on a une probabilité définie sur un espace probabilisé fini. Bon. Donc je vous disais, l'espérance, c'est la moyenne des valeurs qui sont prises par x. Alors c'est une notion qui est intéressante, l'espérance. Comme toute moyenne, dès que vous avez une variable aléatoire, enfin une fonction de l'aléa qui a des grandes variations, c'est toujours intéressant d'avoir une valeur qui permet de lisser justement les valeurs de la fonction, donc une valeur moyenne. Donc cette espérance, elle sera toujours très intéressante quand on a des grandes fluctuations de x. Son calcul sera d'autant plus motivé. Mais du coup, si on a une variable aléatoire qui a des très grandes fluctuations, son espérance est intéressante, mais son espérance, elle lisse complètement les fluctuations. Donc il faut aussi un outil qui nous permet de mesurer les fluctuations, les écarts qu'il y a par rapport à la moyenne. Et la variance, justement, va nous donner cette fameuse moyenne quadratique des écarts par rapport à la moyenne, et nous dira justement, nous donnera un ordre d'idée des fluctuations par rapport à la moyenne. Donc c'est ces deux outils de mesure qu'on va développer, et notamment leurs propriétés. Alors vous allez voir que quand on va chercher à définir ces deux outils, on les définira selon deux modèles, selon ce que je vais appeler le modèle ensembliste, donc le premier modèle qu'on a défini dans le premier chapitre du cours, et puis le modèle fonctionnel, c'est-à-dire qui ne dépend que des valeurs qui sont prises par notre variable aléatoire. Alors nous ce qu'on utilisera pour faire les calculs, ça sera plutôt le nouveau modèle, c'est-à-dire le modèle où on utilise la loi de notre variable aléatoire, et donc en travaillant avec une probabilité dont l'espace d'état c'est le support de cette variable aléatoire. Mais vous verrez que pour faire les démonstrations, on fera des regroupements de termes par rapport à l'ancien modèle, par rapport au modèle ensembliste. Donc il va y avoir deux visions qui vont s'affronter. La vision calcul d'espérance, là où on va évidemment se calquer sur le nouveau modèle, et puis les démonstrations qui vont nous demander à chaque fois de revenir à l'ancien modèle ensembliste pour voir justement comment se regroupent les événements, enfin comment se regroupent les issues compte tenu de ce qu'on a à mesurer. Donc les définitions ne vont pas vous surprendre compte tenu de ce que je viens de dire et compte tenu de ce qu'on veut mesurer. Donc on se donne une variable aléatoire définie sur un espace d'état, un univers fini. Je vous ai dit, on travaillera toujours dans le cas où l'espace d'état est fini. Et on note x de oméga, le support de cette variable aléatoire. C'est important, puisque le support de la variable aléatoire, vous vous rappelez, c'est l'espace d'état de la loi de x, de la probabilité px. Donc l'espérance, pas de surprise, c'est une moyenne. C'est la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire, pondérées par leur probabilité de réalisation. Donc vous voyez, c'est comme quand vous calculez une moyenne de notes, vous le pondérez par leur coefficient. Donc là, c'est la moyenne des valeurs prises par x, pondérées par leur fréquence, par leur probabilité de réalisation. Donc voilà, ça, l'espérance, c'est une moyenne. Il faut vraiment le comprendre dans ce sens-là. Et ensuite, on appelle variance de x, donc qui est aussi un nombre réel. Donc, je vous laisse découvrir la somme. La somme des xk moins espérance de x au carré, probabilité que x soit égal à k. Donc si on analyse ce que c'est, déjà on calcule des écarts à la moyenne. Alors on dit une moyenne quadratique parce qu'on prend les carrés des écarts à la moyenne. Ça, vous voyez, ça fait écho à ce qu'on a vu dans les espaces euclidiens. Vous vous rappelez les normes qu'on avait utilisées pour mesurer des distances entre les objets? Bon, ben,
m'est avis que ça va à un moment donné ressurgir cette histoire. C'est-à-dire que la notion de variance est une notion qui est héritée des outils de mesure dans les espaces euclidiens. Donc c'est une moyenne quadratique puisqu'on mesure les distances entre les valeurs de x et leur moyenne au carré, donc une moyenne quadratique. Et évidemment, comme dans le cas de l'espérance, il faut pondérer cela par leur fréquence de réalisation. Donc la variance, si on regarde littéralement la formule, c'est la moyenne pondérée des écarts à la moyenne quadratique, c'est-à-dire élevée au carré. Ah, et on définit enfin l'écart type. On définit trois choses dans cette super définition: l'espérance, la variance et l'écart type. L'écart type, c'est juste la racine carrée de la variance. Ça, c'est juste un truc de physicien. C'est juste pour avoir une quantité qui est homogène par rapport à x. Mais globalement, en maths, on utilise quand même plutôt la variance et l'espérance que l'écart type. L'écart type, c'est plutôt une donnée qu'on va utiliser en statistique. Mais il faut savoir ce que c'est, et il faut évidemment savoir la calculer. Il est toujours intéressant d'avoir une autre façon de formaliser ces sommes. Alors, je vous explique pourquoi. Ici, j'ai dit, on a l'espace d'état, on regarde le support de la variable aléatoire, on l'écrit avec une énumération de ces éléments, comme c'est un ensemble fini, c'est toujours possible de l'écrire en énumération, mais parfois on ne disposera pas de cette énumération, notamment quand on sera dans un contexte un peu abstrait. Donc il est toujours intéressant d'avoir d'autres notations pour écrire ces sommes. Donc je vais juste vous préciser que ce que j'écris quand j'écris la somme pour x appartient à a de x, vous voyez ça, quand a est un ensemble fini bien sûr, ça désigne la somme des éléments de a. Ça désigne la somme des éléments de A. Alors j'insiste bien, A est un ensemble fini, pour qu'il n'y ait pas de problème de convergence. Donc la somme des éléments de A, donc je précise quand même que A est un ensemble fini, et on dira que cette somme-là, par exemple, la somme pour x appartient à un ensemble vide, parce qu'il faut toujours envisager cette situation de x, est égale à 0, puisque comme il n'y a pas d'élément dans l'ensemble vide, on part de l'élément neutre de la somme, c'est-à-dire quand on n'a rien, additionner. Donc ce qui serait intéressant, ça serait aussi d'écrire, de retranscrire les définitions de l'espérance et de la variance en utilisant ces notations. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Les indices qui sont là, ils nous permettent en fait de décrire les éléments qui sont dans le support. Donc par exemple, l'espérance, on peut aussi l'écrire la somme pour, je vais dire, petit x appartient au support, donc x de oméga, de donc petit x multiplié par la probabilité que x soit égal à x. Donc on a la somme des éléments du support pondérée par la probabilité de réalisation. Et pour la variance, vous voyez qu'on peut réaliser le même genre d'écriture. C'est la somme pour x appartient à x de oméga de x, petit x, pardon, moins l'espérance de grand x au carré, pondéré par la probabilité que x soit égal à x. Donc voilà deux autres façons d'écrire la variance et l'espérance. Je vous ai dit, ça pourra vous être utile dans un contexte un petit peu plus abstrait. Donc ayez bien conscience de ces deux notations possibles qui sont un petit peu plus difficiles à concevoir, mais il faut absolument que vous maîtrisiez toutes les façons de conceptualiser les sommes. Vous allez voir que ça va nous être très utile par la suite, notamment quand on va faire des démonstrations. Alors on arrive à une proposition qui techniquement va être importante, alors peut-être pas simplement dans les exercices, sauf dans les exercices abstraits où on va devoir démontrer des formules concernant l'espérance. Ça peut être intéressant de bien maîtriser cette propriété-là. Donc plutôt que de citer une propriété, enfin la définition de l'espérance en exploitant son support, on va revenir à des définitions qui font intervenir l'ancien modèle, mais on va garder évidemment complètement, vous allez voir, l'esprit de moyenne. Et là je vais utiliser les sommes telles que je les ai utilisées dans les dernières définitions que j'ai données, c'est-à-dire je vais faire une somme où on va décrire toutes les issues possibles de notre expérience aléatoire, c'est-à-dire qu'on va décrire l'espace d'état version vieux modèle, version modèle ensembliste. Donc je vais dire que c'est la somme donc, des valeurs prises par notre variable aléatoire, pondérée par la réalisation de l'issue élémentaire oméga.
Donc voilà la définition ensembliste. Vous avez vu que ça reste une moyenne pondérée. Charge à nous pour démontrer cette proposition que cette moyenne pondérée, c'est bien exactement la moyenne pondérée qu'on a définie dans la définition numéro 8. Et de la même façon, on peut définir la variance comme étant la somme pour oméga appartient à oméga. Donc, alors là, il faut faire attention, c'est encore une fois une moyenne des écarts à la moyenne. Donc, grand X de oméga moins sa moyenne au carré, puisque c'est une moyenne quadratique, pondérée par la réalisation de l'événement élémentaire petit oméga. Donc voilà les deux définitions, enfin les deux définitions, en tout cas les deux expressions de l'espérance et de la variance. En faisant référence à l'ancien modèle, on va voir que ça sera propice aux démonstrations où on va s'efforcer de faire des regroupements de termes, parfois qui peuvent paraître un peu contre nature, mais qui seront intéressants dans l'optique de certaines relations. Alors cette démonstration tombe à pic, puisque vous savez que j'adore rabâcher, je suis monsieur rabâchage, et donc je vais encore rabâcher les liens qui peuvent exister entre le modèle ensembliste et le nouveau modèle qu'on a défini avec notre variable aléatoire x et la loi qui lui est associée. Donc l'objectif c'est de démontrer que l'espérance de x est bien égale à ceci, sachant que la définition de notre espérance elle est donnée par le modèle concret, par cette définition-là. Donc là, il va évidemment falloir faire des liens entre le support de cette variable aléatoire et le lien avec évidemment l'ensemble oméga. Et là, on va être ramené à un point très important, c'est que si ma variable aléatoire x donc, est définie sur oméga à valeur réelle, si je donne son support, donc qui est fini puisque oméga est un ensemble fini, donc les valeurs prises par x sont nécessairement finies. Voilà, donc je me place dans la même situation que dans la définition numéro 8. On avait vu, et ça c'était un point essentiel, qu'on pouvait créer un système complet d'événements, mais qui découpait l'espace d'état à oméga. Donc on avait vu que les événements x est égal à xi, ces événements-là, qui sont les événements élémentaires de la loi de x, former un système complet d'événements de oméga, donc de l'ancien modèle. Donc où i varie entre 1 et n, cet ensemble-là, enfin cet ensemble d'événements, cette famille d'événements forme un système complet d'événements, mais de oméga, attention, un système complet d'événements de oméga. C'est-à-dire que si je fais un dessin, imaginons que l'espace d'état oméga, c'est l'espace d'état, notre ensemble fini, notre espace d'état de notre variable aléatoire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de découper l'espace d'état en événements élémentaires qui sont associés à grand X. Je fais un modèle en épi de pain. Voilà, donc là on définit nos événements élémentaires. On sait que leur réunion, ça va être tout oméga, puisque notre variable aléatoire x est la valeur dans cet ensemble. Donc en prenant tous les antécédents des éléments de cet ensemble, on reconstitue évidemment tout l'espace d'état, etc. jusqu'à x est égal à xm. Donc là, on peut bien dire que oméga s'obtient en prenant l'union disjointe des x est égal à xk, où k est compris entre 1 et m. Donc qu'est-ce qu'on va faire quand on va calculer la somme qui est ici? Donc je ne sais pas si c'est égal à l'espérance. Qu'est-ce qu'on va faire quand on va calculer cette somme? Eh bien on va la calculer paquet par paquet. Vous voyez? Donc je vais calculer donc la somme qui est là. Donc je vais appeler S pour l'instant, puisque justement mon objectif c'est de faire le lien avec l'espérance. Je vais appeler S la somme pour petit oméga appartient à grand oméga de x de oméga, p de oméga. Donc je l'appelle S cette somme. Et cette somme, je vais la découper en morceaux. C'est-à-dire, je vais déjà dire, je vais additionner tous les termes ici quand oméga appartient à lui, puis tous les termes ici quand oméga appartient à lui, puis tous les termes ici quand oméga appartient à lui.
Donc ça, pour le faire, je vais être amené au calcul d'une somme double. Alors je vous explique comment, parce qu'il y a un timing dans la manière d'écrire les choses. Je vais dire, je vais additionner tous les oméga, mais au lieu d'additionner tous les éléments de grand oméga, je vais prendre les éléments qui sont dans l'événement grand X est égal à K. Je vous rappelle que ça, c'est l'ensemble des petits oméga, tels que X de oméga est égal à XK. Donc je fais déjà ma somme là-dessus, pour les X de oméga, P de oméga. Donc là, j'ai juste additionné ce qui se passe pour les petits oméga, qui sont dans l'un des compartiments ici. Donc pour avoir la somme totale sur oméga, il faut que j'additionne ce que j'ai calculé sur tous les petits compartiments. Donc il faut que je fasse la somme pour K variant entre 1 et M de tous ces compartiments. Donc voilà, vous avez compris l'idée, hein, il y a un timing dans la manière de l'écrire. Cette somme-là, c'est bien cette somme-là, si je regroupe les oméga par paquet. Donc je peux évidemment l'écrire sous cette forme-là. Mais si je décris un peu plus ce que c'est que cet ensemble-là, sa définition, ça va me permettre de simplifier la somme qui est ici. Puisque je vous rappelle que cet ensemble-là, x est égal à xk, c'est l'ensemble des oméga appartenant à l'espace d'état, tel que x de oméga est égal à xk. Ce qui veut donc dire que ça c'est drôlement intéressant, puisque en répartissant, en regroupant les termes de cette somme sur ces petits paquets, on s'aperçoit que x de oméga est toujours égal à xk. Donc en fait cette somme-là, si je la réécris, la somme S qu'on a ici, cette somme S, c'est la somme pour k variant entre 1 et m de la somme des xk p de oméga, et ici oméga appartient à l'événement x est égal à xk. Voilà. Enfin, seulement ce xk là maintenant il devient indépendant, il est complètement indépendant des petits oméga sur lesquels on somme. Donc lui je vais pouvoir le sortir de la somme. Ce qui prouve donc que S c'est la somme pour k variant entre 1 et m des xk multiplié par la somme pour oméga appartient à x est égal à xk des p de oméga. Et là si vous regardez bien, là, on est en train de faire quoi? On est en train d'additionner toutes les probabilités des issues élémentaires qui réalisent cet événement. Et quand on additionne toutes les probabilités des issues élémentaires qui réalisent cet événement, on récupère par définition, enfin, par construction même de P, la probabilité de l'événement tout entier. Donc la somme qui est là, hein, reprenez les calculs qu'on avait fait des probabilités en disant une probabilité elle est entièrement déterminée par la probabilité des événements élémentaires. Puisque la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui réalisent cet événement, et bien là, c'est exactement la somme des probabilités des événements élémentaires qui réalisent cet événement. Donc ce qu'on est en train d'écrire ici, c'est la probabilité que x soit égal à xk. Moralité, on vient de démontrer que la somme S qui est là, la somme de départ, cette somme-là, cette somme S, elle est donc égale à quoi? Cette somme S, elle est donc égale à la somme pour k variant entre 1 et m des xk, probabilité que x soit égal à xk. Et ça, si vous reprenez la définition qu'on a vue tout à l'heure, ça, c'est la définition de l'espérance. Donc on vient bien de démontrer qu'on est capable d'avoir une définition de l'espérance avec le vieux modèle, avec le modèle ensembliste, c'est cette moyenne pondérée ici. Alors évidemment, vous notez que pour la variance, ça va être exactement la même démonstration, d'ailleurs je vous la laisse. Il va falloir simplement, quand vous sommez sur oméga, sommer petit paquet par petit paquet, en vous assurant d'avoir un système complet d'événements pour que ces événements soient une partition de l'ensemble oméga, et vous additionnez paquet par paquet. Ça marche exactement de la même façon, c'est la même démonstration. Donc là, je vous invite vraiment à la faire pour voir si vous avez compris, hein. Alors, avant de démontrer un théorème qui va être important, qui s'appelle le théorème de transfert, je vais déjà vous expliquer ce que c'est qu'une fonction appliquée à une variable aléatoire, puisque là encore une fois, le vocabulaire qu'on va définir, les notations qu'on va utiliser ne sont pas tout à fait les mêmes que quand on fait des études de fonctions, vous voyez. Mais là, il faut comprendre, hein, on est dans un domaine complètement différent. Là, ce qui nous intéresse dans les fonctions qu'on définit, c'est leur fréquence de réalisation. C'est pas du tout, je vous ai expliqué, leur continuité, leur dérivabilité. On n'est pas du tout dans le même cadre d'étude. Donc là, il va y avoir encore des notations différentes de ce qu'on a l'habitude. Bon, alors je rentre dans le détail. Donc si je me donne oméga p, un espace probabilisé fini, c'est-à-dire un ensemble fini, mais d'une probabilité, espace probabilisé, probabilité.
probabiliser fini. Voilà. Alors, si je me donne une variable aléatoire sur cet espace, une variable aléatoire, je vais la prendre réelle. Donc, une variable aléatoire réelle, c'est une application qui est définie sur oméga à valeur dans R. Donc, ça me garantit juste que les nombres que je vais récupérer sont des nombres réels. Je vais noter le support de cette variable aléatoire. Bon, je vais utiliser les mêmes notations que celles que j'ai utilisées depuis le début de ce chapitre. Donc, l'espace support, je vais l'écrire sous cette forme-là. Et moi, ce que j'aimerais, c'est composer x avec une fonction. Alors, on sait que pour composer deux fonctions, il faut quand même faire attention aux relations qui existent entre l'ensemble de départ et d'arrivée. C'est-à-dire, moi, ce que j'aimerais, ça serait définir, appliquer f à x. Alors, déjà, vous avez vu le vocabulaire que j'emploie, vous pourriez me dire, mais monsieur, on n'applique pas une fonction à une fonction, sauf si votre fonction est définie sur un ensemble de fonctions, ce qui n'est pas le cas ici. Oui, mais c'est quand même comme ça qu'on va le noter. C'est-à-dire que quand je vais appliquer une fonction à une variable aléatoire, si j'utilise les notations standards, les notations qui ont du sens par rapport à ce qu'on a dit en début d'année, ça serait la composition. Mais, je vous ai dit, dans le vocabulaire des probabilités, rien ne se passe comme en analyse classique, les notations sont différentes, puisque c'est une notation qui est vieille, de quelques siècles, qui a même précédé l'analyse classique. Donc, au lieu de noter f rond x, la composition de f avec cette variable aléatoire, on va encore une fois le noter f de x. Donc n'essayez pas de donner un sens en disant oui, alors là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une notation. Une notation. Donc rien de plus. Donc les notations, elles sont fonction du cadre dans lequel on se place. Elles peuvent différer selon les cadres d'études. Alors maintenant, la question, c'est quand est-ce que cette notation a un sens? Eh bien, cette notation est définie. Cette notation est définie dès que ma fonction f ici est définie, alors L sur un intervalle à valeur dans R. Mais attention, pour que cette composition soit possible, il faut absolument que les éléments qui sont dans le support soient des éléments de i. Donc cette notation, elle est définie dès que f est défini sur i à valeur dans R et que le support de ma variable aléatoire est contenu dans l'intervalle i. Donc dans ces cas-là, on définira la composée de cette fonction avec notre variable aléatoire. Donc on la notera f de x, mais j'insiste bien, il s'agit d'une composition. Bon. Alors on va pouvoir maintenant citer un fameux théorème, un théorème qu'on appelle le théorème de transfert, qui va nous permettre de faciliter considérablement le calcul de certaines espérances. Alors ce fameux théorème de transfert nous dit que si x est une variable aléatoire réelle, et si on donne une énumération des éléments du support sous la forme x1, xm, et si f est une fonction de i dans R de manière à pouvoir la composer avec la variable aléatoire x, alors l'espérance de f de x, c'est la somme sur les éléments de support de f de x, probabilité que x est égal à x, ou de façon équivalente, au lieu de prendre la somme sur les éléments du support, on peut les décrire avec un indice comme le support est indiqué ici. Donc on a deux définitions, c'est les mêmes bien sûr, hein, c'est exactement la même somme, sauf qu'elle est formalisée différemment. Donc ce théorème, il est vraiment très très important dans la pratique, c'est probablement un des théorèmes que vous utiliserez le plus, puisque quand vous allez travailler avec des variables aléatoires, vous allez justement utiliser ces outils de mesure, justement pour mesurer les fréquences d'apparition, les moyennes d'apparition, ce genre de choses. Donc des espérances, vous allez en calculer à l'appel. Et en général, vous allez calculer effectivement l'espérance de x, vous allez étudier la variable aléatoire x, mais vous allez devoir utiliser des espérances ou calculer des espérances de fonctions de x, de leur carré, pour étudier la variance, leur appliquer parfois sinus quand vous voulez utiliser, enfin quand vous voulez appliquer le calcul des probabilités à d'autres choses. Et donc nous, ce qu'on aimerait, c'est pas avoir à manipuler 50 000 variables aléatoires. Ça serait de dire, si je sais calculer l'espérance, si je connais la loi de x, je suis capable de calculer l'espérance de n'importe quelle fonction de x. Et c'est ça la magie de la formule de transfert. Puisque si vous analysez cette formule, le calcul de l'espérance de f de x ne dépend que de quoi? Il ne dépend pas de la loi de f de x. Vous avez noté, il ne dépend pas de la loi de cette variable aléatoire. Alors que si vous regardez la définition de l'espérance qu'on a donnée, la définition de l'espérance, elle est définie avec exactement
la loi de x, puisque la loi de x, je vous rappelle que c'est la donnée des éléments du support et de leur probabilité de réalisation. Là, vous avez le xk et là, vous avez px du singleton k. Donc on voit que l'espérance, elle est directement calculable avec la loi de la variable aléatoire x. Or là, vous notez que pour calculer l'espérance de f de x, si je maîtrise la loi de x, j'ai pas besoin de calculer la loi de f de x, j'ai juste besoin de connaître la loi de x. Donc c'est ça qui est génial dans la formule de transfert, c'est que pour calculer l'espérance de f de x, on a juste besoin de connaître la loi de x. C'est ça qui est génial. Vous connaissez la loi de x, vous êtes capable de calculer l'espérance de n'importe quelle fonction de x. On a juste besoin de connaître la loi de x. Et pas la loi de f de x, comme on pourrait le croire, et pas la loi de f de x. Donc voilà l'intérêt du théorème de transfert. C'est un intérêt énorme et c'est un théorème, je vous conseille de bien le connaître, ce théorème, mais vraiment de très bien le connaître. Alors pour faire cette démonstration, je vais utiliser l'expression de l'espérance avec l'ancien modèle. C'est-à-dire que je vais dire que quand je travaille avec la variable aléatoire, donc f de x, qui est une fonction, je vous dis, je ne veux pas l'écrire f rond x, mais c'est quand même sa signification en termes de fonction. Donc ça, c'est une application qui est définie sur oméga à valeur dans R. Alors moi, ce que je veux, c'est éviter le calcul du support de f, puisque justement, ce que je veux à tout prix, c'est éviter à avoir à calculer la loi de f et éviter de passer par son support. Donc pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la définition de mon espérance qui ne fait pas intervenir le support. Définition qui fait intervenir le support, elle est ici. Moi, je vais utiliser la définition qui ne fait pas intervenir le support, qui fait référence à l'ancien modèle, pour pouvoir justement réarranger les éléments comme j'ai envie de les réarranger. Donc là, vous voyez tout de suite que je vais faire référence à l'ancien modèle, c'est-à-dire je vais dire que l'espérance de x, c'est donc la somme pour petit oméga qui parcourt l'univers de mon expérience aléatoire native, donc de x de oméga pondéré par la probabilité de l'événement élémentaire oméga. Et ce que je vais faire, c'est que je vais encore calculer cette somme-là en répartissant les choses correctement. Donc ça, c'est la définition qu'on a vue selon l'ancien modèle. Je vais donc l'appliquer maintenant pour ma variable aléatoire f de x. Si j'applique cette définition-là à la variable aléatoire f de x, qui est une variable aléatoire, puisque c'est sur oméga, puisque c'est une fonction définie sur oméga à valeur dans R. Si j'applique cette définition avec cette variable aléatoire, je vais récupérer la somme pour oméga appartient à grand oméga de cette fonction. Donc là, il faut le voir comme une fonction. Donc cette fonction évaluée en oméga, c'est f de x de oméga, pondéré par la probabilité de oméga. Donc là, je viens de calculer l'espérance de cette variable aléatoire avec le vieux modèle. Maintenant, il me reste à répartir les éléments de cette somme en les triant correctement. Eh bien, les trier correctement, je vais utiliser la même procédure de tri que celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Et je vais utiliser un système complet d'événements qui est taillé sur mesure pour ma variable aléatoire. Alors, j'aime le pain. Je fais mon petit système complet d'événements, mais par rapport à la loi de x, encore une fois, je ne veux surtout pas m'intéresser à la loi de f de x. Donc je découpe ça avec le système complet d'événements. Donc je sais que c'est l'union disjointe quand k est compris entre 1 et m des x est égal à xk. Donc ce que je vais faire, c'est, je réexplique pour que ce soit bien compris par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Je calcule donc l'espérance de f de x en calculant les termes de la somme petit paquet par petit paquet. Donc je vais déjà calculer ce qui se passe sur cet événement-là. Donc plutôt que de sommer pour des oméga qui sont dans l'espace d'état, je vais juste me contenter de les sommer sur cet événement-là. Donc je suis en train de faire une somme sur ce petit paquet. Donc je somme exactement ces éléments-là sur ce petit paquet. Hop. Et maintenant que j'ai sommé sur le petit paquet, je vais sommer tous les paquets.
C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, hein. C'est la commutativité de la somme, hein. Ça, c'est des choses très élémentaires, hein. Quand j'ai une somme, bah, les termes, je les additionne dans l'ordre dans lequel j'ai envie de les additionner, puisque la somme est commutative. Mais je regarde ce que je manipule, ça veut dire quoi? Bah, faut que je comprenne ce que c'est, que ce truc-là, x est égal à xk, ça c'est des notations ensemblistes. Si on regarde la signification, bah, ça c'est un ensemble, c'est un sous-ensemble de oméga, c'est un événement de l'espace de l'expérience aléatoire de départ. Donc c'est l'ensemble des petits oméga appartient à oméga, tel que x de oméga est égal à xk. Ah bon? Bah, donc ça veut dire que si oméga appartient à cet ensemble-là, x de oméga, lui, il ne varie pas, il est toujours égal à xk. Super, ça on va évidemment le, le reporter dans l'expression. Somme pour k variant entre 1 et m, donc de la somme pour oméga appartient à l'événement x est égal à xk df donc de petit xk p de oméga. Mais on constate que le terme qui est là, lui, il ne dépend pas du tout de oméga. Donc on va pouvoir le sortir de la somme. Le petit sifflement est très important pour accompagner la factorisation. Enfin, moi, ça m'aide. Faites pas ça le jour des concours, évidemment, parce que sinon vous allez prendre la porte. Mais bon. Et là, on est dans la même situation que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Regardons. On est en train d'additionner les probabilités des événements élémentaires qui réalisent cet événement. Par définition de la probabilité P, on récupère la probabilité de l'événement. Donc on récupère la somme pour k variant entre 1 et m de f de xk, probabilité de l'événement dont on est en train d'additionner les issues élémentaires. On vient bien de récupérer la formule du transfert. Donc vous voyez, hein, on part du modèle empirique parce que justement l'objectif, ce n'est d'utiliser que la loi de x. Pour utiliser la loi de x, ben, on utilise le découpage en système complet d'événements défini par les événements justement qu'on connaît par la loi de x. Et en regroupant, en calculant cette somme petit paquet par petit paquet sur mesure sur le système complet d'événements, on récupère une formule pour l'espérance de f de x, alors qu'on ne connaît pas du tout la loi de f de x, mais on connaît la loi de x par contre. Donc ça c'est quand même assez génial, hein, comme fonction, comme théorème qui nous permet encore une fois de nous caler juste sur la loi de x. J'ai juste mis noir sur blanc la remarque que j'ai fait oralement tout à l'heure, hein, pour décrire justement l'intérêt du théorème de transfert, hein, c'est-à-dire qu'il nous permet d'avoir une formule pour calculer l'espérance de f de x, formule qui ne dépend que de la loi de x. Alors j'indique simplement une erreur récurrente chez les étudiants, je ne sais pas d'où elle sort. Bon, voilà, l'espérance de f de x, c'est pas f de l'espérance de x. A priori, ces deux quantités n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Donc ça, il faut surtout pas vous mettre ce genre de choses dans la tête. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est on va travailler sur l'exercice numéro 5 qui va justement permettre d'avoir la main sur à peu près tout ce qu'on a dit sur l'espérance et sur ce fameux théorème de transfert. Ça va nous faire revoir les définitions concernant la loi, ce qui ne peut pas nous faire de mal. Bon, allez, on lit l'énoncé et on se l'approprie. On considère un t truqué de sorte que la probabilité d'obtenir la face numéro k soit proportionnelle à k. Les faces du dé sont numérotées de 1 à 6. Donc on a affaire à un dé à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Bon. Alors déjà, il faut déterminer la loi de x. Prenons des bonnes habitudes. La loi de x passe déjà par le calcul du support. Donc il faut calculer le support. Ben, le support, ce sont juste les valeurs qui sont prises par x. Les valeurs qui sont prises par x, ça va juste être la valeur de la face. Donc x, je ne l'ai pas indiqué, mais x, c'est la valeur donnant le numéro de la face obtenue. Donc ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je peux quand même l'indiquer puisque je ne l'ai pas écrit. X, bon, c'est dans votre énoncé sur le poly. X, évidemment, est égal au numéro de la face obtenue lorsqu'on le lance. De la face obtenue donc après le lancer de ce dé. Donc son support, c'est l'ensemble de tous les entiers entre 1 et 6, c'est-à-dire c'est ce que j'appellerais crochet de 1 et de 6. Alors, on me dit que la probabilité d'obtenir la face numéro k est proportionnelle à k. Donc nous, ce qu'on sait, c'est que quel que soit k compris entre 1
et 6, la probabilité que x soit égal à k est donc égale à alpha fois k, puisqu'elle est proportionnelle à k. Et donc, nous, ce qui serait bien, c'est de calculer évidemment la valeur de alpha, de voir combien de valeurs de alpha peuvent satisfaire ça. Alors, comme on sait qu'une probabilité elle est entièrement déterminée par la probabilité des événements élémentaires, je sais déjà que la probabilité de ces événements élémentaires doivent être positive, ce qui nous permet déjà de dire que alpha est déjà nécessairement positif ou nul. Ensuite, vous savez que la probabilité de l'espace d'état doit être égale à 1. Donc, ça veut dire que la somme des probabilités des événements élémentaires de la loi de x doit être égale à 1. Donc, on doit avoir la somme pour k variant entre 1 et 6 des probabilités que x soit égal à k qui doit être égal à 1. Or, cette somme-là, on peut la calculer par linéarité de la somme. Donc, on va récupérer donc, alpha somme pour k variant entre 1 et 6 des k qui va être égal à 1. Alors là, pour calculer cette somme, soit vous utilisez la formule générale, la somme des n premiers entiers naturels, c'est n plus 1 sur 2, soit vous calculez la somme, hein, vous faites 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à 6. En faisant ça, on obtient 21, ce qui donne donc que alpha va être égal à 1 sur 21. Bon, bah là, on a trouvé la loi, parce que si alpha est égal à 1 sur 21, réciproquement, ces quantités sont positives ou nulles, et la somme des probabilités des événements élémentaires fait 1, puisqu'on s'est justement arrangé pour que ça marche. Moralité, là, ça y est, on a trouvé la loi de x. La loi de x, eh bien, elle est définie par la probabilité des événements élémentaires suivants. La probabilité que x soit égal à k est donc égale à k sur 21. Donc voilà la loi de x, et ça c'est valable quel que soit k appartenant au support, c'est-à-dire quel que soit k compris entre 1 et 6. Bien, première question, c'est fait. On est habitué maintenant. Support, probabilité des événements élémentaires, rideau. Le calcul de l'espérance de x. Bah là, quand on a la loi de x, on va utiliser la définition de l'espérance qui fait intervenir la loi. Là, il n'y a vraiment aucune raison de revenir à l'ancien modèle puisqu'on connaît la loi. Donc là, on applique la formule de l'espérance. La formule de l'espérance, c'est la somme pour les éléments du support, donc pour les k qui varient entre 1 et 6, donc de k pondéré par la probabilité que x prenne la valeur k. Donc là, on applique vraiment la définition au pied de la lettre, puisqu'on connaît la loi. La probabilité que x est égal à k, donc ça va me donner la somme pour k variant de 1 à 6 de. La probabilité que x soit égal à k, c'est k, donc là on va récupérer k carré sur 21. Et donc, on va pouvoir factoriser le 1 sur 21 puisqu'il ne dépend pas de k. On récupère la somme des 6 premiers carrés d'entiers. Ça, on connaît aussi une formule, c'est n plus 1 de n plus 1 sur 6. Ici, n est égal à 6, n plus 1 est égal à 7, 2 fois 6, 12 et 1, 13, le tout divisé par 6. On n'a plus qu'à simplifier cette expression. Alors, comme 21, c'est 3 fois 7, le 7 ici va partir, les 6 ici s'éliminent, il nous reste donc que 13 sur 3. Donc voilà le calcul de l'espérance de x. Donc ça, c'est une formule, vous avez vu, c'est tout bebe. Hein. Bon, vous avez fait des choses comme ça en terminale, j'en suis sûr. Alors, ce que vous n'avez par contre pas fait en terminale, à mon avis, c'est calculer des espérances de fonction de cette variable aléatoire. Donc là, il y a deux choses l'une, soit vous calculez la loi de y, mais ça serait une erreur, on connaît la loi de x, et x est une fonction de y. Donc là, on va utiliser évidemment le théorème de transfert. Alors déjà, on va constater que on peut bien définir cette variable aléatoire-là, hein, puisque x de oméga est inclus dans R étoile, donc on peut parfaitement composer ces deux fonctions, et on peut appliquer le théorème de transfert, donc le théorème de transfert, pas du transfert, on n'est pas en sciences industrielles, le théorème, j'écris du transfert, le théorème de transfert donne que l'espérance donc de 1 sur x va donc être égale à quoi? Eh bien, ça va être la somme pour les éléments du support, donc k varie entre 1 et 6, de cette fonction-là évaluée sur le support, donc de 1 sur k, multiplié par la probabilité que x soit égal à k, c'est-à-dire de k sur 21. Donc les k vont s'éliminer de la somme, on va donc sommer 6 fois 1 sur 21. Quand on somme 6 fois 1 sur 21, on obtient 6 sur 21. Alors comme 6 c'est 2 fois 3 et que 21 c'est 3 fois 7,
eh bien il va nous rester après simplification par 3, 2 sur 7. Donc voilà l'espérance de x, voilà l'espérance de 1 sur x, et on voit vraiment l'application du théorème de transfert. Pas besoin de la loi de y, la loi de x permet de calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Alors après avoir défini ce qu'on avait à définir sur l'espérance, parce que là franchement on a une définition solide avec la loi, et après on a la formule de transfert. On va regarder maintenant ce qui se passe du côté de la variance. Donc on a une définition qui tient la route, mais on va avoir d'autres façons de voir la variance. Déjà, quand je vous ai dit c'était la moyenne quadratique des écarts à la moyenne, qui dit moyenne dit espérance. Donc on peut définir la variance à l'aide de l'espérance de cette façon-là. Donc il y a cette première façon de voir les choses, et il y a la fameuse formule de Koenig-Huygens qui dit que la variance de x, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Vous vous rappelez, ça c'est une formule qu'on avait utilisée de nombreuses fois lors des TP Python, et j'imagine quand vous avez fait votre cours avec Jean-Julien, vous avez utilisé cette formule bien des fois. Bon, ben, on va maintenant la démontrer en utilisant les définitions standards. Il y a plusieurs démonstrations possibles. Moi je vais partir de la définition la plus simple, et après on y va vers des choses un petit peu plus conceptuelles, mais commençons déjà par ce qui est simple. Ce qui est simple déjà, c'est, compte tenu de ce qu'on sait, c'est quoi la variance? Alors là, comme j'ai une variable aléatoire définie sur un univers fini, je peux définir une énumération des éléments du support. Donc si j'ai pas envie d'écrire des sommes avec petit x appartient à x de oméga, je peux me faciliter la vie en disant le support est fini puisqu'oméga est fini, et ce support, je peux l'appeler comme j'ai l'habitude de l'appeler, je peux l'appeler x1, xm. Voilà les éléments du support. Donc je peux l'appeler de cette forme-là. Bien. Alors une fois que ça c'est fait, je calcule donc la définition de la variance. La définition de la variance, on a vu que c'était la somme donc, pour k qui varie entre 1 et n. Donc là j'utilise les indices qui me permettent de décrire les éléments du support. Donc des carré des écarts à la moyenne, donc on devrait mettre une valeur absolue mais qui a disparu puisque je la passe au carré, multiplié par, ou plutôt pondéré par la réalisation de l'événement x est égal à xk. Alors évidemment on peut reformuler cette somme là en la développant et en la recalculant. Donc je vais développer l'expression et utiliser la linéarité de la somme. Alors je vais faire ça en plusieurs étapes. Déjà je développe cette expression, je vais récupérer xk au carré multiplié par la probabilité que x soit égal à xk. Le double produit, ça va me faire 2xk espérance de x multiplié par la probabilité que x soit égal à xk, plus l'espérance de x au carré multiplié par la probabilité que x soit égal à xk. Donc maintenant, tout ça, ça fait partie de la somme. Hein. On va utiliser la linéarité de la somme. Donc on va déjà récupérer la somme pour k variant entre 1 et m des xk au carré probabilité que x soit égal à xk, qu'il faudra interpréter. Moins, alors par linéarité, je peux évidemment factoriser ce qui ne dépend pas de k. Donc on va récupérer deux fois la somme pour k variant entre 1 et m des xk p de x est égal à xk, plus l'espérance de x au carré multiplié par la somme pour k variant entre 1 et m des probabilités que x soit égal à xk. Alors maintenant, il s'agit de reconnaître, de savoir interpréter chacun des termes. Alors il y en a déjà un qu'on peut reconnaître quand même assez facilement, c'est le terme qui est là, puisque ça c'est la définition de l'espérance de x. Donc là, ça correspond à une définition de notre cours, ça c'est réglé. Ici, vous remarquez que c'est quasiment la même définition, au lieu d'avoir xk, vous avez une fonction de xk. Ça fait directement appel au théorème de transfert. Ça c'est f de xk, où f c'est la fonction carré. Donc par théorème de transfert, je sais que cette expression-là, c'est l'espérance de x au carré. Donc là, j'utilise le théorème de transfert. Et ça, c'est la somme des probabilités d'un système complet d'événements, puisque je vous rappelle que oméga, c'est l'union disjointe des x est égal à xk, où k est compris entre 1 et m. Or, lorsque les événements sont 2 à 2 incompatibles, je vous rappelle que la probabilité de l'union, c'est la somme des probabilités. Donc on va récupérer que cette somme-là, en fait, c'est la probabilité de oméga qui va être égale à 1.
Moralité, si je mets tout bout à bout, je vais récupérer quoi? Et là, je vais récupérer ici l'espérance de x carré, moins 2 fois l'espérance de x au carré, plus l'espérance de x au carré. Donc on récupère l'espérance de x carré, moins l'espérance de x au carré, ce qui est bien la formule de Huygens. Donc voilà une première façon de voir la formule de la variance. Alors, pour l'autre, ici, une façon de voir, ça serait de faire quoi? Ça serait de considérer la fonction qui lui est associée. Si je considère la fonction f qui, à t, associe t moins l'espérance de x au carré, hein, puisque x est une variable donnée, l'espérance de x c'est un nombre, je peux bien calculer t moins ce nombre au carré. Si je considère cette fonction-là, et que définie sur R, hein, c'est une fonction polynomiale, et que j'applique la formule de transfert à cette relation, ça donne quoi? Eh bien, l'espérance de x moins l'espérance de x, ces termes-là élevés au carré, c'est donc exactement l'espérance de f de x. Je peux évidemment totalement l'écrire sous cette forme-là. Et si j'applique le théorème de transfert, ça va me donner quoi? Parce que le théorème de transfert fait uniquement référence à la loi de x. Ça va me donner la somme pour k variant entre 1 et m, puisque je connais le support, je l'ai écrit, des f de xk, probabilité que x soit égal à xk. Donc là, ce que je viens d'utiliser, comme ici, mais dans l'autre sens, c'est le théorème 10 de mon cours, c'est le théorème de transfert. Et ça, f, si je remplace par sa valeur, ça va me donner la somme pour k variant entre 1 et m, donc de f appliqué à xk, donc ça va me faire du xk moins espérance de x, le tout au carré, pondéré par la probabilité que x soit égal à ak. Et ça, c'est la définition native de la variance de x, la moyenne pondérée des écarts à la moyenne. Donc on vient de démontrer la formule de Koenig-Huygens, c'est celle-là, mais on vient aussi de réécrire la variance comme une espérance, puisqu'on a dit que c'était une moyenne pondérée, donc c'est une moyenne pondérée, c'est une espérance, c'est l'espérance de cette variable aléatoire. Donc l'application de la formule de transfert nous donne encore une fois une jolie formule. Alors étudions maintenant les propriétés de l'espérance par rapport aux opérations qu'on a l'habitude d'utiliser sur les fonctions, sur les variables aléatoires en général. Hein. Donc on va étudier la linéarité, ce qu'on va appeler la linéarité de l'espérance. On voit que ça correspond bien à une propriété de linéarité. Et on va voir qu'une double propriété de la variance, quand on lui ajoute une variable aléatoire constante, eh bien on ne change pas la variance. Et par contre, quand on multiplie cette variable aléatoire par a, la variance est multipliée par a carré, hein, ce qui est a priori logique, puisque nous on regarde les écarts à la moyenne. Si vous translatez tout le monde, vous ne translatez pas les variations. Les écarts à la moyenne restent les mêmes. Hein, ça, c'est l'effet d'une translation. Donc, c'est ce qu'on va justement observer dans cette petite proposition, qui va d'ailleurs nous permettre de faire d'autres remarques intéressantes sur les variables aléatoires. Hein. Alors, on va commencer déjà par la linéarité de l'espérance, hein, qui est une propriété qui est assez facile à démontrer. J'ai envie de dire quoique le problème, vous voyez, c'est que quand on reprend la définition de l'espérance, la définition de l'espérance, c'est la somme des xk p de x égale k, et l'espérance de y, c'est la somme des yk p de y égale yk. Mais le problème, c'est que ces variables aléatoires x et y, elles n'ont pas forcément le même support. Donc vous voyez que la difficulté, ça va être de dire, ouais, mais alors il va falloir que je combine pour construire le support de cette variable aléatoire, ça va être un cauchemar. Eh ben non, revenons à l'ancien modèle. Revenons au modèle sur oméga. Utilisons la définition de l'espérance sur oméga, puisque ce que ces variables aléatoires ont en commun, c'est évidemment pas leur support pourrait être complètement différent. Dans le support de x, il pourrait y avoir 2 valeurs, et dans le support de y, 1 milliard, qui n'ont strictement rien à voir avec les autres. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont définies sur oméga. Donc on va utiliser ce qu'elles ont en commun pour utiliser le calcul de la définition de l'espérance. Donc vous voyez, là encore une fois, il faut avoir un peu de recul quand même, hein, pas utiliser forcément les définitions billes en tête, savoir qu'on a deux façons de voir l'espérance, et savoir ici qu'est-ce qui est la moins mauvaise façon. Donc on va dire, comme elles sont toutes les deux définies sur oméga, cette variable aléatoire, elle est définie également sur oméga.
Donc on va dire c'est la somme sur les éléments de l'espace d'état. Donc on va appliquer cette variable aléatoire sur oméga. Donc ça fait a x de oméga plus b y de oméga, quand j'applique cette fonction en oméga, pondéré par la réalisation de l'événement élémentaire oméga. Et là maintenant on va pouvoir utiliser tout simplement la linéarité de la somme. A se factorise par linéarité de la somme. Et on va avoir le même résultat avec l'autre partie, où B se factorise toujours par linéarité de la somme. Et donc on récupère ici d'une part l'espérance de x, vieux modèle, l'espérance de y, vieux modèle. Donc on voit bien que l'espérance est une application qui est linéaire. Donc évidemment cette propriété se généralise, hein, notamment on peut dire que l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. C'est-à-dire que si j'avais, au lieu d'avoir deux variables aléatoires, j'avais P variables aléatoires, imaginons qu'on ait P variables aléatoires qui sont définies sur le même espace d'état, eh bien on peut étendre cette propriété par récurrence en disant que l'espérance de la somme x1, etc., plus xp, c'est l'espérance de x1, plus etc., plus l'espérance de xp. Donc là, j'ai juste utilisé la propriété relative à la somme. Mais si je mets en plus des scalaires dans la balance, ce qui est totalement possible, hein, puisqu'on a vu que les scalaires ils se linéarisaient, eh bien on obtient une propriété encore plus sympathique, la propriété de la... Oh là, qu'est-ce que je remets une espérance ici? Diable. L'espérance de alpha x1 plus alpha 2 x2 plus alpha p xp, eh bien ça va être juste la combinaison linéaire des espérances. Donc là, il faut que je laisse un peu de place pour le x1. Donc là, toujours en utilisant cette propriété-là, mais voilà, il suffit de faire une récurrence qui n'est pas bien difficile. On fait une récurrence sur le nombre de variables aléatoires qui intervient dans la somme, et ça roule tout seul. Donc là, c'est un x. Arrête tout ça, là. Bref. Voilà, donc on a la propriété de linéarité de l'espérance qui s'étend assez facilement en effectuant des petites récurrences ou en calculant des sommes doubles. Hein. On peut remanipuler les définitions et revenir nativement à une définition. Ça fonctionne aussi très très bien. Alors maintenant pour la variance, alors il y a plusieurs façons de faire. Soit on revient à la définition, bien sûr. Soit on utilise la formule de Huygens. On a évidemment plein de façons de procéder. Alors moi je vais utiliser la méthode qui me semble la plus adaptée. Je vais prendre par exemple la définition de la variance qui dit que la variance de y c'est donc l'espérance, parce que maintenant je commence à avoir de bonnes propriétés sur l'espérance. Donc l'espérance de y moins l'espérance de y, comme ça, au carré. On va utiliser cette définition. Alors donc ça nécessite de calculer déjà l'espérance de cette variable aléatoire. Donc je vais calculer l'espérance de ax plus b. Donc ça, par linéarité de l'espérance, c'est a fois l'espérance de x plus b fois l'espérance de 1. Alors, où 1 est la fonction constante égale à 1. L'espérance de la fonction constante égale à 1, c'est l'espérance d'une fonction constante. Hein. Elle n'a qu'une seule valeur. Donc si j'applique la définition de l'espérance pour la fonction constante égale à 1, comme c'est une fonction constante, son support il n'a qu'un seul élément, c'est 1. Donc dans la somme, il va y avoir qu'un seul élément. Donc c'est 1 multiplié par la probabilité que 1 soit égal à 1. Donc ça fait 1, puisque là vous avez tout l'espace d'état. Donc l'espérance de 1, c'est 1. En fait, plus généralement, l'espérance d'une fonction constante, d'une variable aléatoire constante, est égale à cette constante. Bah oui, c'est une moyenne. Si vous avez toujours la même note, votre moyenne, elle n'est pas difficile à calculer. Bon, bref, ça fait donc 1. Donc on obtient que l'espérance de ax plus b est donc égale à espérance de x plus petit b. Donc là, j'ai dit que je prenais y est égal à ax plus b, donc je calcule la différence entre les deux. Donc je vais poser officiellement y est égal à ax plus b pour éviter d'avoir des grosses notations. Et je vais calculer y moins l'espérance de y déjà dans un premier temps. Donc y moins espérance de y, vous voyez que dans l'histoire, là, les b, ils vont s'éliminer. Donc si les b s'éliminent, il va me rester quoi? Il va juste me rester du a
facteur de x moins espérance de x. Ok? Ça, si je le passe au carré, ben, si je le passe au carré, il va me rester juste a carré, facteur de x moins espérance de x au carré. Ok? Et maintenant, si je calcule la variance de y, donc la variance de cette variable aléatoire, en appliquant ceci, donc c'est l'espérance de cette variable aléatoire-là, donc de a carré, facteur de x moins l'espérance de x au carré. Mais l'espérance est linéaire, donc le a carré ici, je peux le sortir de l'espérance. J'obtiens donc a carré multiplié par espérance de x moins l'espérance de x au carré. Et ça, c'est la variance de x. On vient donc bien de démontrer que la variance de ax plus b, c'est a carré fois la variance de x. Donc on constate effectivement que comme la variance est un outil de dispersion par rapport à la moyenne, si vous faites une translation, ben la moyenne elle se translate, mais la dispersion par rapport à la moyenne, les écarts à la moyenne, restent évidemment les mêmes. Donc le fait que b disparaisse de cette expression est quand même complètement légitime par rapport à ce qu'on veut mesurer quand on mesure la variance. Donc voilà ces petites propriétés, bon, sachant que je me suis permis d'écrire une propriété un peu plus générale pour l'espérance, puisque si l'espérance est linéaire, ben l'espérance d'une combinaison linéaire de variables aléatoires définie sur le même espace probabilisé, eh bien c'est bien la combinaison linéaire des espérances.